Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche mes petits amis. Avez-vous pris votre petit déjeuner? À 10h du matin j'espère quand même. Quoique, le dimanche on a tendance à traîner. On a tendance à traîner pour faire un brunch. Alors ce brunch qui est à la limite du breakfast et du lunch, puisque c'est un peu le mot qui est né des deux, ce brunch il est devenu un petit peu à la mode ces temps-ci. On traîne un peu, on fait la grasse mat et puis on fait un petit déjeuner qui ressemble déjà à un déjeuner ou l'inverse. Et pourtant ça existe depuis bien longtemps et ça ne s'appelait pas comme ça dans les pays anglo-saxons. On va le découvrir au cours de cette émission. On va s'occuper de ce qu'on mange le matin, tôt ou tard ou pas, avec un spécialiste. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je reçois ce matin avec moult victoires, ça fait plaisir, Thomas Clouet. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Thomas Clouet, vous êtes auteur. Vous êtes auteur de livres de cuisine et vous venez de publier chez Flammarion Petit déjeuner. Au moins c'est clair, on sait de quoi ça parle. Sujet étonnamment pas traité ou très peu traité au niveau de l'édition, et pourtant c'est un des 3 repas de la journée si je me trompe. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu parce que commençons directement sur l'origine. D'abord sur l'origine sémantique, sur l'étymologie de petit déjeuner, et puis sur son origine historique. Alors c'est vrai que la France est un pays très particulier parce qu'elle est connue dans le monde entier pour sa gastronomie, et pourtant le petit déjeuner ça en est un peu le parent pauvre. Il faut dire que justement linguistiquement, déjeuner ça vient du latin dis jejunare qui veut dire rompre le jeûne. Le jeûne sous-entendu celui de la nuit, j'imagine, celui où on dort, exactement. On mange pas. On a dîné, donc on s'est rempli, on est allé se coucher, et normalement le premier repas qui arrivait, c'était on rompait le jeûne. Donc en fait, il n'y a pas du tout cette culture du petit déjeuner. Il a fallu attendre très tard pour voir un petit déjeuner commencer à s'imposer, mais c'est vraiment vers la fin du 19e. On est au niveau aussi tard que ça. On est au niveau de la révolution industrielle, et ça apparaît simplement parce que les ouvriers, il faut qu'ils tiennent toute la journée dans les usines et sur les chaînes. Donc, alors certes, avant, on a le café, le thé, le chocolat qui s'est un peu baladé au niveau de la bourgeoisie. Mais voilà, on va dire, c'est une mode qui commence à se diffuser et tout. En fait, c'est le 20e siècle, quoi. Le siècle du petit déjeuner. Exactement. Et le 21e est plutôt celui du brunch. Mais on va y venir tout au cours de l'émission. Ajouter, justement, toujours sur ce mot petit déjeuner. On sent bien qu'en France, en fait, on a été très embêtés. C'est-à-dire qu'avant que ça s'appelle petit déjeuner, ça a d'abord été le premier déjeuner. Oui, parce que... d'abord, ça a été le déjeuner. D'abord, initialement, au tout départ. Clairement, c'est le déjeuner. Ce qu'on disait dîner à l'heure du déjeuner et souper pour le soir. Tout à fait. Mais donc, quand il y a cette habitude qui est alimentaire, toute nouvelle qui est apparue, on était bien embêtés parce qu'on avait un mot qui signifiait j'arrête de manger, j'arrête d'arrêter de manger. Et donc on a commencé par le premier déjeuner. Et petit à petit, ça s'est transformé effectivement pour s'imposer en petit déjeuner, en oubliant effectivement qu'on a. Est-ce que c'est dû au fait que c'est un petit repas par rapport au déjeuner qui est beaucoup plus conséquent? En France, oui. Voilà. En France, oui. Chez nous, quoi. Je m'arrête à cette frontière. Et vous avez dit, pourtant la France est connue pour sa gastronomie. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça aussi qu'il y a un côté péjoratif à prendre un petit déjeuner, parce que au fond le déjeuner et le dîner sont des grands repas gastronomiques pour certains, alors que le petit déjeuner, c'est juste une collation, quoi. C'est très possible, c'est-à-dire qu'on voulait pas déshabiller le déjeuner, quoi. Oui, et puis en plus, en France, on sacralise cette cuisine. Et c'est vrai que là aussi, en travaillant sur ce livre, je me suis aperçu que le petit déjeuner, on trouvait beaucoup c'est un repas de reste. Assez souvent. On va transformer finalement ce qu'on avait au dîner, la veille au soir, et puis on l'écrase sur une tartine. Alors, j'ai trouvé des choses un peu régionales, par exemple. Je suis originaire de Charente. On a la tarte. Ah non, vous êtes Rétais. Oui, je suis Rétais. C'est particulier quand même. Vous ne pouvez pas dire de Charente. Ok.
Ah, vous êtes un insulaire, donc c'est Totalement, particulier. totalement. Mais pour l'exemple, je vais dire que je suis un peu plus large, charentais, et on trouve par exemple la tartine rataise. Alors ça, c'est les anciens qui s'en Alors, souviennent. Vous allez me parler de ces haricots blancs écrasés, les mogettes écrasées avec du beurre. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. La confiture du Charentais. Voilà. Mais comme on a qu'on peut tremper dans le café, Ouais. mais comme on a effectivement la tartine au maroilles, effectivement dans le nord de la France. Donc voilà, cette notion de reste est inhérente finalement à ce petit déjeuner. Et peut-être que effectivement en France où on fait la cuisine, c'est du nouveau tout le temps, c'est du mijoté, ça dure, etc. Enfin bon. Et à c'est- l'île de Ré, est-ce qu'on mange de la sardine écrasée au petit déjeuner? moi, je mange de tout au petit déjeuner. Oui, d'accord. Vous êtes un cas particulier, Thomas Clouet. Mais alors, parce que le principe quand même du petit déjeuner français par rapport au monde entier, c'est d'être extrêmement sucré. Alors que c'est un petit repas partout avec du salé plutôt. Chez nous, c'est quand même le royaume du pain et de la confiture. Bah, basiquement, le petit déjeuner français, c'est pain, beurre, confiture. Et si on veut faire un petit extra, viennoiserie. Mais déjà, avec le mot viennoiserie, on sent bien que ça vient pas forcément. Enfin, on a amélioré la chose. On a amélioré. À moins la que ça pâte. soit Vienne dans le Rhône, là, en dessous non, de... non, il est plus autrichien celui-là. Oui, Donc- on sait bien. Donc voilà. Et c'est vrai que on demanderait à n'importe qui de fermer les yeux et d'imaginer le petit déjeuner anglais. Alors tout de suite, ça y est, on a les baked beans, on a les œufs, etc. Le petit déjeuner allemand, hop, il y a des saucisses qui apparaissent, il y a des pommes de terre, des kartoffeln. Hein, Wurst et Kartoffeln. Allemand première langue. Oui, c'est ça, Voilà, élevé, hein. c'est ça. Bon. Eh ben, c'est vrai que voilà, autour de nous, et même plus largement, je ne parle même pas de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc. Oui. On est vraiment sur des bases, essentiellement, on va dire à 80%, qui sont des bases salées. Et en France, Et tout sur base de pain. Parce que quand on parle de viennoiserie, ça n'est que du pain avec du beurre. c'est ça. Globalement. Ouais, Hein. tout à fait. C'est une amélioration pâtissière du pain beurré. C'est exactement ça, je suis Et ça, d'accord. ça reste la base quand même chez nous. Alors évidemment, peut-être pas en Provence où il n'y a pas beaucoup de beurre, mais quand on pense à tout le nord de la France et l'ouest, c'est quand même le beurre. Alors hein. c'est aussi pour ça, c'est l'objet de cet ouvrage, c'est que on voit comme des mouvements de plaques tectoniques, ça commence à bouger. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 70-80, on a vu apparaître dans le petit déjeuner les céréales. Qui venaient des États-Unis. Aujourd'hui, il y a 9 enfants sur 10 qui, au petit déjeuner, mangent des céréales. Mais non. Ah si, on est à 9 sur 10. Oui, mais quand vous dites des céréales, attention, c'est pas du brut, hein. C'est généralement des trucs avec des rajouts de sucre, de caramel, de chocolat, tout le marketing du céréales. Eh ben, dans mon livre, vous avez la recette de vos céréales maison, du granola maison, parce que je suis d'accord avec vous, et pourtant, C'est devenu industriel alors que c'est en super termes sain à la c'est base. super simple à réaliser. Moi, en fait, j'ai fait un petit truc avec mes enfants. Alors, ça demande un petit investissement au départ. C'est en fait, je leur ai fait une table avec plein de types. Enfin, aujourd'hui, vous allez en grande distribution, vous allez trouver plein de types de céréales brutes, de graines, de noix, etc. Et je leur ai dit, faites du sur-mesure, mais comme un parfum, créez vos céréales. Donc, mes enfants s'appellent Marin et Paul, et donc on a la céréale Marin, la céréale Paul. Et ça permet d'évacuer entièrement le côté industriel parce que là, on a vraiment du sur-mesure. Très simple à faire. Et encore, j'ai aussi apporté du granola. Alors, granola, c'est la version, on va dire, un peu plus des céréales, dans le sens où on va torréfier ces céréales avec l'ajout d'un peu de sucre pour que ça caramélise, d'un peu de gras, effectivement, pour que... Mais Et là puis aussi- l'ajout de graines, de fruits à coque, non? Oui, c'est ça. Mais le gros avantage, c'est que c'est moi qui ai rajouté la quantité de sucre que j'ai choisi. C'est moi qui ai choisi la graisse. Donc là, par exemple, j'ai utilisé de la crème de coco et la quantité. Et puis surtout, on évacue tous les ajouts additifs, machin, Bien etc. sûr. Et donc là, on est... Voilà, Et ça, c'est dans le bouquin. c'est- Les recettes de différents granolas et autres Vous avez tout. mélanges. Voilà, avec toute la liste de tout ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Et après, vous avez libre à vous, effectivement, de vous créer votre propre version. Alors vous, je ne l'ai pas dit en préliminaire, mais vous êtes un auteur à succès, on va dire, dans la cuisine, avec notamment un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, qui était Buddha Bowl. Qu'est-ce que c'était Buddha Bowl? Alors, Buddha Bowl,
pour faire simple, c'est que c'est venu d'une frustration. C'est-à-dire que je trouvais que, pour moi, la table, c'est un endroit de partage. Et ça donnait une zone de combat. C'est-à-dire que de guerre de religion entre la personne qui est végane, celui qui est flexitarien, celui qui affirme haut et fort que lui, il mange de tout, et que plus ceux qui se tordent parce qu'ils ont des problèmes avec le gluten, etc. Et je me dis, mais c'est fou. Avant, c'était un endroit où on se rassemblait. Maintenant, quand j'invite des gens... Et où tout le monde mangeait la même chose. Voilà. Oui, quand on n'aimait pas, alors soit on se force, moi on m'avait appris à me forcer, bien sûr. Voilà, ou alors on laissait dans le coin de l'assiette, etc. Et là aujourd'hui, il faut qu'on s'exprime. Et voilà, et ça me posait problème. Et j'entends parler de cette tendance aux États-Unis, du Buddha Bowl, et tout de suite ça fait tilt, parce que moi c'est action-réaction, et je me dis, bon, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est un questionnement. Donc, qu'est-ce que c'est le Buddha Bowl pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas initiés? En 30 secondes. En 30 secondes, c'est très codifié. En fait, c'est une assiette qui est... Où il y a tout. Exactement, où il y a tout. Mais où le message derrière, c'est de dire, bon, écoutez, vous êtes végétarien, et ben, vous m'enlevez tel ingrédient que vous pouvez remplacer par tel autre. Et le plat est exactement. Comme les ingrédients sont pas mélangés, mais sont en fait disposés en rosace, c'est très facile d'en sortir un et d'en faire rentrer un autre. Donc le livre se compose de cette manière-là, voilà. Et donc tout le monde peut trouver son. Il paraît que le régime bouddhiste, c'est ne manger que la quantité que l'on peut tenir entre ses deux mains, c'est-à-dire la quantité d'un bol, qui est à peu près la taille de l'estomac au repos. Et sinon, on se distend l'estomac et on se suralimente en quelque sorte. Et on voit pas souvent des bouddhistes, à part Bouddha lui-même, qui était assez replet, il faut bien le dire, sur les représentations du moins. Mais voilà. C'est pour ça que c'est un plat, enfin le Buddha Bowl est un plat unique où on va pouvoir avoir dans la même assiette des légumes, mais aussi des fruits. Voilà, on considère qu'on a fait son repas. C'était pour vous dire de qui il s'agit, qui est Thomas Clouet, qui étudie les tendances de notre alimentation. Et aujourd'hui, c'est petit déjeuner et tout un monde en 150 recettes. 150 recettes pour votre petit-déj. On continue cette exploration tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, toujours avec Thomas Clouet en studio ce matin, qui m'a apporté son petit déjeuner, mon petit déjeuner, notre petit déjeuner. C'est magnifique, c'est le titre de son livre qui vient de paraître chez Flammarion. Une vraie encyclopédie des recettes dédiées au petit déjeuner, au brunch. On pourrait dire plus largement, parce que le brunch, c'est un mélange de petit déjeuner et de déjeuner, c'est-à-dire un déjeuner un peu plus copieux, un peu plus salé. On peut résumer comme ça, Thomas? Vous aurez... Alors, c'est parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, on a une différence de culture. C'est-à-dire que dans certains pays, ce repas du petit déjeuner est le principal repas. En Asie, du matin. Voilà, en Asie, je prends l'exemple du pho. C'est une soupe où on a des nouilles, on a de la protéine. Et c'est un vrai plat. Enfin, nous, on le conçoit quand on mange un pho en France comme un vrai plat. Là, c'est le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que, effectivement, certaines recettes, on pourrait les apparenter à du brunch, mais à chaque fois, ce sont les recettes emblématiques des différents pays pour le petit déjeuner. Alors, mon cher Thomas, moi, j'ai besoin d'une caution médicale. Ah oui, c'est très important hein, quand on aborde les problèmes de prise de sucre, notamment, parce qu'il y en a des lents, des rapides, il y en a de toutes sortes dans le petit déjeuner. Alors j'ai passé le coup de fil, le fameux coup de fil à un médecin, c'est le docteur Laurence Plumet qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurence. Bonjour Vincent. Laurence, bonjour vous êtes médecin nutritionniste, ça tombe bien, comme par hasard, notamment à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, et vous êtes aussi la fondatrice d'une thérapie qui s'appelle la napsothérapie, qui regroupe l'alimentation, le sport et quoi d'autre ? Et le sommeil. Et le sommeil, très important. Ouais. Mais souvent le sommeil est dépendant de l'alimentation. Enfin bon, on en dira un mot. Laurent, je vous ai appelé parce que avec Thomas, on a déjà mis en lumière ce particularisme qui est pas très finaux d'ailleurs français, qui est, allez, je fais simple, grosso modo, les Français pain beurre confiture contre le monde entier, toutes sortes de mets salés. C'est un vrai problème ce petit déjeuner français sur le plan nutritionnel.
Oh, alors, vous savez, dans le petit déjeuner, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du rite, il y a de la culture, et puis il y a, c'est vrai, un besoin nutritionnel que le corps a besoin de manger le matin. Ouais. C'est vrai pour la Ouais. plupart des gens, parce que quand on a dormi, on n'a pas mangé, donc le corps continue pour autant de fonctionner. Donc, Et de bouffer le de matin, l'énergie, hein, parce qu'on Eh ben perd du voilà. poids en dormant. Oui, on en prend aussi si on fait pas ce qu'il Ah faut oui, la veille ça au dépend ce soir. qu'on a pris de le soir. Je suis d'accord. Bon, bref. Donc, il a un peu pompé sur ses réserves pendant la nuit et Ouais. le matin au petit déjeuner, tant pour se faire du bien, parce que c'est vachement sympa de commencer la journée avec un bon petit repas, que sur le plan du besoin nutritionnel, parce que c'est bien de ressourcer son corps en énergie et en d'autres éléments aussi, fibres, minéraux, vitamines et compagnie, et de le faire dans un petit déjeuner équilibré. Alors, comme l'a dit Thomas, autant de pays, autant de traditions différentes, autant de petits déjeuners différents. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir combien le corps a des capacités d'adaptation phénoménales, parce que finalement, on s'en porte pas si mal. Quand le matin, on prend son petit déjeuner avec du pain, beurre, confiture, un petit café ou un thé, on s'aperçoit qu'on passe bien la matinée. En revanche, là où j'émettrais un petit bémol, et c'est là que le salé l'emporte un petit peu sur le sucré, c'est qu'il y a sucré et sucré. Eh oui. Si vous faites un petit déjeuner hyper sucré, je prends l'exemple, un café, biscotte, dont on sait que l'index glycémique est très élevé, plus Ouais. un petit peu de beurre, beaucoup de confiture. Ouais. Bon, il est certain que physiologiquement, vous allez vite monter votre glycémie. Ah le Environ pic, là, on a le 1 petit heure flash après, glycémique même. Voilà. Donc, vous allez sécréter de l'insuline parce que le corps va faire rentrer ce glucose Ouais, dans les cellules, ouais, donc il ouais. sécrète de l'insuline, mais vous avez eu tellement de glycémie élevée dans l'heure qui suit que votre insuline va faire rentrer tout ce glucose dans les cellules avec beaucoup d'efficacité et que vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle vers 11 heures. Et On c'est va le aller se fameux recoucher, coup de barre de quoi. 11 C'est heures. ça un peu l'histoire, non? On n'est Enfin, pas bien, on est fatigué, on suit moins bien, on est limite hypoglycémie. Alors on se dit que c'est quand même bizarre parce que j'ai pris un bon petit déj. Ah oui, mais c'est vrai, il était hyper sucré. Donc vous voyez, le petit coup de barre de la fin de matinée, il arrive si on n'a pas mangé ou si on a mangé très sucré. Alors attendez, maintenant- je vous interromps, docteur, mais là j'ai Thomas en face de moi qui hoche la tête. Est-ce qu'il y a des pays, alors on pense à l'Italie par exemple, où on est Oui. plutôt dans le sucre lent, Thomas? Alors, justement, vous allez Attendez, y non, mais arriver. laissez Thomas me dire, parce que moi je veux Oui. avoir les noms des plats. Et... Mais en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a vraiment une différence culturelle. Et comme dans énormément de pays, c'est le premier vrai, c'est le premier vrai repas. Je prends l'exemple, j'ai amené ça avec les baked beans anglais. Il nous a apporté des haricots, Ouais. mais il est charentais, enfin Oui. arrêté charentais, donc c'est normal aussi. Hein. Mais les baked beans, les haricots secs, c'est un super aliment, c'est une super source de protéines. Alors je ne suis pas nutritionniste, mais je sais que c'est un indice glycémique relativement bas, que c'est une super source effectivement C'est un de sucre lent minéraux, de formidable. machin. Mais j'ai jamais Voilà. dit le contraire. Oui, mais attendez, Ah non, du tout. attendez. Thomas, vous fichez de moi quand même, parce que les baked beans, c'est bourré de sucre, la sauce tomate qu'ils mettent avec, c'est un genre de ketchup super sucré. Alors, oui, je suis d'accord. Les baked beans que vous allez consommer en Angleterre la plupart du temps, en fait, ça vient des États-Unis, ça vient d'une marque qui commence Qui par fait du ketchup aussi, la plus grande marque de ketchup au C'est monde. comme ça qu'ils se sont imposés. Et c'est vrai que les Anglais ont tendance à les consommer Et c'est de en la ouvrant des mélasse. boîtes. C'est de la Il y a mélasse, de la donc c'est mélasse. du sucre. Hein. Mais voilà, vous avez la recette du baked beans que vous pouvez faire chez vous. Alors certes, ça prend un peu plus de temps que d'ouvrir une boîte. Et là aussi, vous allez contrôler la quantité de sucre, etc. Laurence, est-ce que le haricot est un bon produit? Alors, on sait par exemple que les Japonais mangent du natto, qui est un haricot fermenté, un haricot de soja. Il y a pas mal de cultures, effectivement, où on trouve le haricot. Le haricot, c'est bien. C'est un bon Mais sucre c'est lent. très bien. Mais vous savez, Et de on la peut manger protéine. tout ce qu'on veut. On peut manger tout ce qu'on veut au petit déjeuner. Hein. J'aime Alors, bien c'est vrai les que- médecins qui disent ça, moi. Bien sûr, on peut manger, on n'est pas obligé de faire tout le temps du pain. Il y a énormément d'autres sources de glucides. Les légumes secs sont une très bonne source de glucides très lents. Ils ont un index glycémique bas. C'est également une très bonne source de protéines d'origine végétale. Voilà, donc si on a envie le matin au petit déjeuner, moi, vous savez, j'ai des patients qui ont des petits déjeuners très variés. Il y en a qui sont plutôt œufs sur le plat avec des toasts et puis fruits et un yaourt. Il y en a d'autres qui adorent le café, pain beurre, confiture, très bien. Il y en a d'autres qui sont prêts, surtout pour ceux qui viennent plutôt d'Europe de l'Est, qui aiment bien manger du
du pain, du saumon aussi sur le pain, avec un laitage. Ou du hareng, moi j'adore. Des petites tomates cerises ou du hareng. On peut manger ce qu'on veut le matin au petit déjeuner pourvu que ça nous fasse ça fait du bien d'entendre ça. C'est mais vrai. bien sûr. Ah bien donc, sûr. Thomas, vous avez un nombre de recettes incroyables dans ce livre. Il y a par exemple un chapitre que je trouve passionnant, c'est les crêpes. Parce que les crêpes, c'est universel. C'est un peu, en fait, c'est un peu le crypto-pain, la crêpe. C'est la première utilisation des céréales quand, après les bouillies, on les a fait sécher, ça te donne des crêpes, des galettes. Alors déjà, la crêpe, origine ultra ancienne. Enfin, c'est très difficile de déterminer quel est le premier homme qui a fait une crêpe. Puisque c'est forcément une cuisson sur une pierre chauffée au feu. Exactement. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est de s'apercevoir que ce produit, on le retrouve partout dans le monde, sauf que il va pas avoir la même forme, la même épaisseur, la même composition. Pourtant, oui, évidemment. En termes d'ingrédients, c'est très limité, une pâte à crêpes. Je vais prendre l'exemple. On est en Amérique du Sud, on va plus utiliser des farines de maïs. Évidemment, on est en Afrique, du sorgho, du mil, etc. On est en Inde ou en Chine, ça va être des riz qu'on va faire fermenter de façon à ensuite à faire des bouillies. Donc voilà, on voit des produits complètement différents et même juste dans la présentation, avec deux pays qui sont très proches. Donc France, on fait notre pâte à crêpes, on va comment à cuire, on ajoute nos ingrédients, on plie tout ça. Vous passez juste la frontière et vous êtes aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les ingrédients sont inclus dans la pâte. Comme une sorte d'omelette, quoi. Exactement. Et on a ce petit côté, ils rajoutent une crème un peu aigre qui peut être un peu surprenante. Mais voilà, c'est leur version de la crêpe. Mais vous confirmez qu'il y a des crêpes partout dans le monde au petit-déj? On va trouver quasiment, le matin. Oui. D'ailleurs, dans les hôtels, le pancake a souvent, enfin, à cause ou grâce aux Américains, je dirais, envahi le monde. Mais c'est une forme simple d'utilisation des céréales, en fait, puisqu'il suffit de les mouiller. Alors, qui avec du lait, qui avec de la crème, qui avec des œufs, enfin voilà, et de les cuire à la poêle. C'est quand même ultra simple, la crêpe. Ah ben c'est simple dans la liste des ingrédients, c'est simple dans le geste de cuisine à réaliser. Il suffit juste de mélanger tout ça et de cuire. Donc oui, c'est une base. Laurence Plumet, quand on a un livre comme celui-là qui est assez encyclopédique, 150 recettes, c'est beaucoup, venu du monde entier. Est-ce que vous, à votre patientèle, vous leur conseillez de préparer eux-mêmes plutôt que d'acheter? Alors, le pain, c'est difficile parce que pour moi, alors là, c'est vraiment un boulot de boulanger. D'ailleurs, on aura un boulanger tout à l'heure dans l'émission. Est-ce que vous leur préférez plutôt, justement, des formes de crêpes, de galettes que l'on peut réaliser soi-même? Ouais, je vais vous dire, Vincent, ce livre, il est certainement très intéressant et il montre bien que le petit déjeuner occupe une place importante dans les traditions culinaires des différents pays. Mais quand on est en face de quelqu'un, on est confronté à la vie de la personne et à ses contraintes. Bien sûr. Or, moi, si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a que 5 à 10 minutes à consacrer le matin à son petit déjeuner parce qu'il doit partir au boulot, je vais avoir un peu de mal à lui expliquer comment préparer une crêpe. Vous n'allez pas lui dire de se lever plus tôt? Parce que moi, je le fais. Alors, je me lève plus tôt pour faire les crêpes, moi. Donc déjà, il faut donner des conseils qui soient réalisables. Et puis, je vais vous dire aussi une autre chose. Je trouve, moi, que de tous les repas, le petit déjeuner, c'est celui qui est le plus enfoncé dans la tradition de la personne. C'est-à-dire que quand on a son petit déjeuner et qu'on est habitué à son petit déjeuner, je remarque que les gens ont du mal à en changer. En semaine, en tout cas. Parce qu'on se lève, on n'a pas encore mis le masque social. Là, on est vraiment confronté à son repas à soi. Oui, puis on y tient. Il n'y a pas de collégialité, souvent. On y tient, c'est son rythme, vous voyez, on a son habitude. On commence sa journée avec son rythme, c'est très rituel, dans le fond. Et j'aurais beaucoup de mal à demander à un Asiatique de prendre le petit déjeuner d'un Français, parce qu'il a son rituel aussi. Alors ça, c'est pour la semaine. Je reconnais que le week-end, quand les gens ont du temps et qu'ils ont plutôt envie de bruncher, là, on peut être ouvert, chouette, ce qu'on va se faire. Et là, on peut lire le livre de Thomas et se dire, ah bah tiens, ça me plairait bien de découvrir ça, parce que on est plus ouvert, on s'approche du déjeuner, et donc on est plus ouvert à la créativité et au changement du rituel du petit déjeuner. Voilà. D'accord. Attendez, c'est passionnant, il faudrait y passer 5 heures sur ce sujet du petit déjeuner, déjà qu'on y passe une vie. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cette conversation. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors mes amis, je ne sais pas où vous en êtes du petit déjeuner. Nous, on est encore, mais carrément dedans. Hein. Je peux vous dire, on baigne dans le petit déjeuner avec Thomas Clouet qui vient de publier Petit déjeuner, tout un monde en 150 recettes. Et au téléphone avec nous également, le docteur Plumet, Laurence Plumet, qui est nutritionniste et qui nous donne quand même des tips importants. Hein, parce qu'on veut pas faire n'importe quoi le matin pour pas se rendormir dès qu'on s'est réveillé. Ça, non, c'est pas ce qu'on veut en général. D'ailleurs, mon cher Thomas, on n'a pas parlé. On aurait dû presque commencer par là parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on cuisine, de ce qu'on se prépare, de ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on boit. Au petit déjeuner, c'est super important. D'ailleurs, il y a plein de recettes là aussi de boissons. Alors évidemment, les cafés, les thés, arrangés ou pas, les infusions, les jus de fruits, les préparations. Ça aussi, c'est sans limite et sans fin dans le monde. Alors, c'est sans limite, maintenant, je le sais parce que c'est un discours que je tiens avec mes enfants. Faut faire quand même attention avec les jus de fruits, etc. parce que c'est juste du sucre, il n'y a plus aucune fibre, etc. Donc, on envoie ça, du fructose, directement au niveau du foie et ça, c'est pas excessivement bon. Docteur Laurence Plumet, on est d'accord, le jus d'orange qui a été tellement prôné et surtout mis sur le marché mondial par les Américains, hein, et merci Tropicana de nous avoir vaccinés au jus d'orange, ça n'est pas excellent pour la santé, hein, surtout en quantité. Eh ben non, je suis pas d'accord. Ah tiens, bah c'est bien, parce qu'on entend tellement dire qu'il faut pas boire de jus d'orange. Oui. Alors en fait, le jus d'orange en bouteille, ce sont des oranges, mais qui ont été pressées par l'industriel. Hein. Il n'y a jamais de sucre ajouté. Donc et pasteurisé, hein. Oui, bien sûr. Flash pasteurisé quand il est au rayon frais, hein, ou un peu plus pasteurisé quand il est au rayon à température ambiante. Concernant les sucres, il y a autant de sucre au pluriel, parce que le sucre au singulier, qui est le sucre ajouté, et le saccharose, il n'y en a pas dans les jus de fruits. La réglementation prévoit qu'à partir du moment où vous dites 100% pur jus, il n'y a jamais de sucre ajouté. D'accord. Donc, quand vous servez un verre de jus d'orange en bouteille, vous avez exactement la même quantité de sucre au pluriel que dans l'orange, c'est-à-dire glucose au fructose et fructose que si vous aviez pressé vous-même vos deux oranges. Ça, c'est et de une. En revanche, alors donc, si on compare jus de fruits pressé maison et jus de fruits en bouteille, on aura quasiment la même composition nutritionnelle. Pourquoi je dis quasiment ? Parce que la différence, elle porte sur la teneur en vitamine C. Quand vous pressez vos oranges, vous avez le taux plein de vitamine C. D'accord. Quand l'industriel l'a pressé à votre place et que le jus a été flash pasteurisé, il y a une toute petite perte qui est due au traitement thermique, mais pas grand-chose. Vous conservez malgré tout un jus qui représente une très bonne source de vitamine C. C'est pas du tout un produit mort sur le plan vitaminique. Ça, c'est pour les sucres. Concernant les fibres, vous avez de toute façon aussi peu de fibres dans un jus d'orange en bouteille que dans un jus de fruits pressé. Généralement, ça reste dans le presse-agrumes. Exactement. Il faut laver d'ailleurs ensuite après. Bon, ou alors on les mange. Bon, alors, mais sinon, si on mange son orange, c'est vrai. D'abord, il faut prendre le temps de la presser, de l'éplucher soi-même, ce qui n'est pas toujours le cas de bon nombre de personnes qui sont pressées partir. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de la manger. Quant au raisonnement, l'orange pressé pour les gens pressés, oui, c'est la bouteille. Tout à fait. Alors les fibres, c'est bien, mais quand j'ai des patients, par exemple, qui le matin se servent leur verre de jus d'orange, je ne les culpabilise absolument pas de le prendre en bouteille, parce que concernant les fibres, il suffit qu'au petit déjeuner, on mange des amandes. Voilà. Et on a tout de suite l'apport de fibres qui fait qu'au global, l'index glycémique du repas ne sera pas plus élevé que si on avait mangé notre orange. Et en plus, donc, les fibres vont piéger un petit peu justement tout ce sucre dans le bol alimentaire et éviter qu'il ne passe trop vite dans le sang, on est d'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, si on se sert son jus d'orange, soit maison, soit en bouteille, c'est bien de manger des fibres au repas sous forme d'une bonne poignée d'amandes. Une poignée d'amandes ou des tas d'autres trucs, hein. Des tas d'autres trucs. On peut manger il y a des tas de légumes d'ailleurs qu'on peut manger. Alors justement, Thomas, on n'en a pas parlé de la verdure du matin. Elle est présente souvent dans le petit déjeuner anglo-saxon. Hein. Sous quelle forme vous avez trouvé vous de la verdure à l'étranger, enfin de la verdure, du légume en quelque sorte. Du légume. On a au Moyen-Orient, il est
usuel de servir une salade à base de concombres, de tomates et de radis. Ouais. Dans tout le bassin méditerranéen, exactement. en quelque sorte. Assaisonné avec du sumac ou... Le sumac qui donne de l'acidité, enfin un côté acidulé. Hein, c'est une épice qui... Comme je l'ai indiqué, effectivement, en Asie, avec le pho, etc., qui est une soupe... Effectivement, avec des... parce qu'on mange du pho le matin au Vietnam. Oui, au Vietnam, c'est un plat de petit déjeuner, le pho. Est-ce que c'est pas l'origine du petit-déj, de toute façon, la soupe? Parce que quand même nos paysans, bien avant le 19e siècle, la révolution industrielle, ils mangeaient de la soupe le matin. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, il y a peu de gestes finalement de cuisine, parce que très souvent, le petit déjeuner est un repas de reste. C'est-à-dire que les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient mangé des légumes la veille, ils les broyaient, ça devenait une soupe pour le matin. Mon vieux Charentais qui s'était fait des mojettes la veille, il les écrasait sur sa tartine et ça devenait son petit déjeuner. Avec un peu de beurre. Hein, on a en Asie le plat emblématique, juste que je dise pas, c'est le Sinan Gag. Sinan Gag aux Philippines. En fait, c'est quoi? C'est vous aviez mangé du riz la veille, le riz vous l'avez stocké au réfrigérateur, il a fermenté pendant la nuit, il s'est légèrement asséché et le lendemain, vous le faites rapidement frire. C'est un riz sauté, quoi. C'est un riz sauté. Sauf que c'est plus du tout le même riz que la veille. Il a plus la même texture et le même goût. Et en termes de gestes de cuisine, c'est 2 minutes sur le feu, donc ça va excessivement vite. C'est bon, une galette de riz croustillante. Hein, enfin, quand c'est un peu croustillant et moelleux dedans, c'est délicieux le riz qu'on fait sauter. Encore un autre mot, Thomas. Dans ce livre, vous êtes parfois à la limite justement de la cuisine des autres repas. Hein, vous avez voulu pousser jusqu'aux frontières du petit déjeuner, hein, parce que pour dire tout peut rentrer dans un petit déj, c'est une question de proportion après aussi. Également, c'est vrai que on en revient toujours à la même histoire que dans certains pays, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir des plats, un plat qu'on servirait pour notre déjeuner, tellement c'est complet. Tellement c'est cuisiné, complet. Je ne me souviens plus du nom. Ça peut même être un Bouddha bowl issu de vos autres du plat hawaïen où on a une montagne de riz qui est surmontée d'un steak, qui est surmontté d'un œuf, et le tout est nappé avec une sauce brune aux champignons. Bon, excusez-moi, mais alors les œufs bénédicts, quoi. Oui, typiquement œufs, saumon, sauce hollandaise, quoi. Alors là, on peut se dire c'est riche. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez on en revient toujours sur du culturel. Dans l'assiette, là, c'est quoi? Je suis resté aujourd'hui, je suis resté dans ma thématique sur les haricots secs et avec ces beignets, ça s'appelle des akara, et c'est le petit déjeuner typique du Nigeria. Enfin, au Nigeria et d'autres pays limitrophes. Il doit s'en bouffer pas mal, parce que le Nigeria, sur le plan démographique, c'est un des pays les plus actifs. Hein. Donc c'est juste des haricots cornilles ou black eyed peas, c'est haricots avec comme s'ils avaient un œil noir. On va laisser Dolique ou cornille. C'est ça, on avait appris ça tout à l'heure. Qu'on va faire se réhydrater pendant 24 heures. On enlève la petite peau qui est au-dessus, on mixe ça avec du piment, du gingembre. Alors moi je décris à ceux qui écoutent, parce que je suis en train de manger, parler à bouche pleine c'est pas bien, je vais me faire engueuler. C'est un falafel de haricots. Exactement, c'est ça. C'est beaucoup plus moelleux que le falafel, qui a un côté beaucoup plus farineux avec le pois chiche. Mais là, c'est délicieux. Alors malheureusement, vous n'avez pas le côté croustillant, puisque pour les transporter, ils ont voyagé. Donc leur propre vapeur. En fait, vous m'avez apporté vos restes, quoi, d'hier soir, c'est ça? Alors, mes restes, mais de ce matin. D'accord. Laurence, un dernier mot avant qu'on se quitte. Du coup, vous dites, peu importe que le petit déjeuner soit salé, sucré, complet, riche, l'important c'est de l'équilibrer sur la journée, c'est ça? Oui, alors, quand il y a des personnes qui, en fonction de leur organisation dans la journée, vont choisir de bien manger le matin au petit déjeuner, parce qu'elles savent qu'elles vont peu manger avoir l'occasion de se sustenter au boulot, quoi. Bien sûr, et le corps peut tout à fait supporter un petit déjeuner qui soit carrément un beau repas, salé avec éventuellement une petite composante sucrée en dessert, enfin comme un vrai repas, mais qui va permettre de tenir longtemps.
Mais Et Laurence, ça, en général, ça excusez-moi, marche très bien pour les personnes qui mangent peu à midi. docteur Et Plumet. qui vont ensuite rentrer chez elles le soir et se sustenter de nouveau au dîner. Oui, mais Voilà. Donc ça j'ai peut- besoin de savoir un truc très important. Si je Oui. sais que je ne vais pas manger la journée, quel est l'aliment, quelle est la classe d'aliments qui vont me permettre d'avoir une réserve énergétique la plus longue possible, peut-être pendant 6, 8, 10 heures? Alors, il y a 2 classes d'aliments pour ça. D'abord, un aliment riche en protéines. Ouais. Ça peut être du poisson au petit déjeuner, ça peut être D'accord, des œufs. d'accord. Et également un aliment riche en glucides. Ah un ouais, glucide à index glycémique lent, ouais. de type légumes secs ou du pain complet Ou des pâtes complètes, par exemple, parce que les oui, cyclistes, bien ils mangent sûr. souvent des pâtes avant les étapes du Tour de France, donc on peut se fier Oui. peut-être à leur régime, Tout non? à fait. Alors, tout ce qui est riche en protéines au repas et tout ce qui est Oui. riche en glucides à index glycémique bas, Mmh. ça permet non seulement de rassasier sur le moment, mais de rassasier durablement. Donc, si on veut faire un bon petit déjeuner qui tienne longtemps au corps, parce qu'on sait qu'on mangera très peu à midi et qu'on rentrera pas avant tard le soir, eh bien, à ce moment-là, oui, pourquoi pas des œufs, des légumes secs. Les légumes secs, c'est excellent. Ah bah voilà, effectivement. la dolique, de la La cornille en soupe, beignet. le faux, c'est génial le faux parce que dedans il y a des légumes, il y a des pâtes de riz, il y a de la viande, donc ça peut vraiment faire un repas complet. Et Le en faux général, est un vrai repas, oui, bien sûr. pour faire un jeu de mots minable. À l'asiatique. Et tout à l'heure, on parlait du petit déjeuner avec les soupes, la soupe autrefois. Mais oui, mais parce que quand les gens partaient travailler, ils savaient qu'ils n'allaient pas manger jusqu'au soir. Eh, voilà. Donc il leur Donc, fallait un petit déjeuner Il y qui avait leur toujours tienne une au corps. patate dedans quand même, hein, avec tous Oui, et ces puis beaux il y avait légumes, ces du- raves, ce chou, Ouais. ces carottes. Merci Et beaucoup. puis, Je suis il y avait désolé. du pain Hein. avec du lard. Il faut que je il y vous avait du pain abandonne, avec du docteur lard. Plumet, Bah oui. hein, parce que je vous rends à votre patientèle, mais enfin le dimanche, ça doit être plus tranquille pour vous. Merci d'avoir été avec nous au téléphone. Je rappelle que vous consultez à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Hein. Les cas désespérés viennent vous voir et ils retrouvent espoir dans leur alimentation. Allez, on reste avec Thomas Clouet pour finir le dernier chapitre de ce petit déjeuner, hein, parce que on n'a pas fini. Hein. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, toujours avec Thomas Clouet, auteur de Petit Déjeuner chez Flammarion, et on déroule le petit déjeuner. Je peux vous dire qu'il y a 150 recettes, donc on n'a pas fini. On pourrait être encore là demain, et il va bien falloir choisir. Cher Thomas Clouet, un petit mot quand même, parce que moi, il y a un élément essentiel du petit déj, et pourtant c'est pas tellement français à l'origine, c'est l'œuf. Il faut dire que c'est bien normal. À la ferme, le matin, on allait chercher dans la paille les œufs qu'avaient pondu les poules la nuit, donc c'est souvent le premier repas du matin, quoi. L'œuf, on le retrouve partout, dans toutes les cultures. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est aussi la source de protéines la plus simple à cuisiner. Et la moins chère. Et la moins chère. Ah oui, alors. Donc, après, moi, j'ai découvert des choses assez étonnantes juste sur un produit que je pensais parfaitement connaître. Donc, en France, si ce matin, pour le petit déjeuner, je prépare des œufs brouillés, je vais considérer qu'ils sont réussis s'ils sont un peu baveux. Alors. Ouais, vous me regardez avec des gros yeux, Ah ouais. parce que c'est une évidence. Voilà. Il faut comme une omelette, quoi. Eh Il ben, faut pas que monsieur ce soit sec. Monsieur Ferniaud, allez en Inde et vous avez une recette du petit déjeuner qui s'appelle les eggs burji. Donc, c'est des œufs brouillés avec des légumes. Ouais. Sauf que la cuisson en Inde des œufs, on va être en surcuisson absolue. C'est-à-dire que voilà, on va les cuire. Les rendre poudreux. Jusqu'à ce que ça devienne des espèces de petits morceaux un peu Ouais, caoutchouteux. Donc c'est caoutchouteux quand on les mange. C'est légèrement croustillant sur la partie extérieure. Alors pour nous Français, je vois votre regard, ça paraît complètement. Vous allez dégager du studio. Voilà, moi, je ça vais vous paraît un coup de complètement pied fou. dans le train, hein, si vous continuez. Ah non, mais moi je vous garantis, j'ai été ravi à mon âge de découvrir une nouvelle texture. Alors certes que j'ai trouvé pour ma part amusante, mais à mon âge de découvrir une nouvelle texture d'un produit aussi basique que l'œuf, je trouve ça passionnant. Voilà. Écoutez, je vais passer le coup de fil à un ami, ça vous va, Thomas, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce chemin, hein, qui est passé du petit déjeuner très français au petit déjeuner œcuménique, voire au brunch. C'est un boulanger, il est avec nous en ligne, c'est Benoît Castel. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Benoît Castel, passer de la pâtisserie à la boulangerie et de la boulangerie au brunch. Hein, je fais simple, hein, Benoît, mais c'est pas entièrement faux.
vous faites court, mais c'est clairement ça. Autrement dit, puisque ça a été tout l'objet de notre émission, là il nous reste quelques minutes ensemble, autrement dit, vous êtes passé du petit déjeuner français qui est le fameux pain beurre, confiture et éventuellement viennoiserie, au petit déjeuner complet, voire brunch, qui lui est beaucoup plus international. Tout à fait. En fait, moi, le petit déjeuner, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours plu. Manger salé le matin. Alors, mes grands-parents avaient une ferme, donc on mangeait salé. Il est breton, je précise, Benoît Castel. Et bretonnant, les œufs, le beurre, le pain, tout ça, c'est dans ma culture. Et c'est marrant, ça s'est amplifié dans les années fin des années 80-90, quand je suis allé à New York. J'avais un ami qui vivait là-bas, donc j'allais souvent à New York, et ça a été là où j'ai eu cette culture du brunch. Je trouvais ça la révélation. La révélation. Un endroit, pour pas faire de pub, qui faisait beaucoup de commandes de brunch à New York. En parlant, je perds le nom, mais ça me reviendra. Et là, je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et pendant très longtemps, je recevais souvent des amis au brunch à la maison. C'est un dimanche matin, quoi, grosso modo. Voilà, le dimanche matin. Avec matin, midi. Et lorsque j'ai pris cet endroit à Ménilmontant, vous connaissez. Oui, dans le 20e, à Paris. L'endroit était tellement grand, je me suis dit, bah voilà, c'est là où je vais faire mes brunchs. Voilà, où ça a commencé. Et sur base, donc, moi je le dis pour ceux qui ne vous connaissent pas, Benoît, sur base d'une boulangerie traditionnelle, et même traditionnaliste, on pourrait dire presque, vous avez explosé avec vos brunchs qui sont devenus un des brunchs les plus célèbres de Paris, à tel point que vous venez d'ouvrir une annexe. Alors, on a ouvert une annexe que j'aime pas faire la même chose à chaque fois. Donc, par exemple, le brunch de Ménilmontant, c'est plus un brunch un peu... buffet, quoi. All you can eat, comme on dirait. Voilà, on va y trouver des salades. Et puis, c'est vrai qu'on a un potager en Bretagne, donc on travaille des salades avec nos légumes du jardin. On fait les ribs de porc, le poulet rôti. Carrément. On cuit tout ça. Il y a Thomas Clouet, il acquiesce. Il acquiesce très bien, même. Il dit oui. On fait voilà, tout ça on le cuit. On a des fours à bois, donc pour le pain, donc on cuit tout ce que nos viandes, nos légumes rôtis, tout ça au four à bois après la cuisson du pain. Et puis après on fait nos confitures, notre viennoiserie. On fait notre beurre. On appelle ça le beurre qui pleure, un beurre à partir de crème épaisse et de crème liquide avec des cristaux de sel. Et quand on coupe le beurre pleure. Donc parce qu'il rejette son eau. Voilà, il en veut plus de cette eau. Il veut que de la matière grasse. Donc c'est vrai que c'est un endroit généreux, où on reçoit les gens, famille, amis, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et c'est vrai que ça fait 10 ans que ça fonctionne fort, et ça, voilà. Puis j'ai pas la prétention d'être chef de cuisine, mais on fait des choses très sincères de pâtissier, boulanger, et des produits très simples. Alors, je suis d'accord, les œufs, pour moi c'est hyper important, j'aime bien dire la cuisine des œufs. Alors, ils sont crémeux, vos œufs brouillés, ils sont pas poudreux comme en Inde, rassurez-moi. Moi je les stoppe à la crème. Voilà. À la crème. Ce qui est pas très orthodoxe, Thomas Clouet, mais qui fonctionne bien. Benoît Castel dit, je n'ai pas la prétention d'être cuisinier, mais il y a des cuisiniers qui viennent au brunch. Je pense à Julien Duboué, par exemple, chez Boulogne, qui lui est venu à la boulangerie, il a fait le chemin inverse. Parce qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui en France de brunch, c'est-à-dire de petits déjeuners salés et complets. Mais c'est aussi la raison de ce livre, c'est-à-dire que post-Covid, le Covid a fait qu'on a redécouvert aussi ce premier moment où la famille se rassemblait. Un peu obligé pendant le confinement. Oui. Exactement, un peu obligé. Et puis on le voit sur les jeunes générations, le brunch aujourd'hui c'est totalement démocratisé. C'est même devenu une tendance forte. Et donc, comme je l'expliquais, comme on n'a pas cette culture en France du petit déjeuner où elle se résume juste à du pain, du beurre et de la confiture, c'était l'objet de ce livre, de se dire, mais regardons un peu tout ce qu'il y a autour de nous pour inventer ou pour faire simplement notre petit déjeuner ou notre brunch, notre futur brunch. Alors, dans votre nouvelle officine, Benoît Castel, j'ai noté que d'abord c'était à la carte et non plus au buffet. C'est-à-dire qu'on peut choisir. Je voulais faire quelque chose de différent et là on a tourné un peu plus, un truc un peu plus anglophone, mais c'est un restaurant du coup ça devient un restaurant de petit-déj, quoi, en quelque sorte. Exactement, l'idée c'est que on va faire donc bien évidemment les œufs brouillés, on va faire les eggs Benedict avec les croissants.
Alors, ah ouais. On fait Ça, des c'est- croissants toastés Ouais. et on met l'œuf bénédicte dessus. Alors, œuf On va bénédicte, faire, je le rappelle, œuf poché, hein, saumon dessus, hein, traditionnellement, mais on peut le faire aussi avec autre chose. poitrine, Et surtout, la hollandaise. La hollandaise. Et surtout, Et avec surtout. du beurre. Ah Avec bah, du beurre. avec du beurre breton, j'imagine. Bon, forcément. Forcément. Ça reste pour moi un symbole, parce que c'est riche, hein, la hollandaise, Thomas Clouet. Ouais, hein. très riche. C'est une sauce au beurre émulsionnée, hein, un peu comme la béarnaise. Manger ça au petit-déj, bon, bah, on sait qu'on est déjà plus dans le petit déjeuner de chez nous, quoi. On est dans le repas, quoi. Oui, mais si on me pose la question de, pour moi, la recette que je choisis pour mon Ouais, petit ouais, déjeuner, c'est ça. je sors les œufs bénédicts. Ah bah moi aussi, hein, Ou j'adore. si je veux avoir un côté un peu plus franchouillard, je sortirai les œufs meurettes aussi Ah, meurettes oui, qui me plaisent énormément. Ah oui, sauce au vin, donc, hein, sauce au vin rouge, lardon, Avec champignons. la tranche de pain de campagne juste Qui va bien. toastée en dessous. Voilà, c'est notre version, on va dire, de l'œuf bénédicte. Benoît Castel, en guise de conclusion, quelle est la limite que vous vous imposez, vous? Quel est enfin, je veux dire, dans les plats, dans les mets que vous proposez, quelle est la limite? Au-delà de quoi n'irez-vous pas? Bah, je m'impose pas. Je m'impose pas forcément. C'est ça de au limite. feeling? Je m'impose. Alors, il y a des choses qui sont devenues, par exemple, à Ménilmontant, le brunch, poulet rôti et ribs de porc. Impossible de les enlever. Ah, sinon bah il y a voilà. des manifs. Les ribs sinon, il y a de des porc. manifs dans Paris. Voilà. ça, Petite c'est pas possible. manif dans Paris. Les gilets jaunes reviennent pour réclamer du ribs de porc. C'est inédit. Thomas Clouet, vous, dans votre livre, si, en dehors des œufs bénédicts, une autre recette qui, pour vous, est symptomatique, je dirais, de cette culture du brunch, quoi. Oh, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Ah ouais, bah je sais, Non, c'est mais une question alors, infernale. j'en ai apporté aujourd'hui, mais voilà, le granola, Ah oui. du fromage blanc, des fruits mis en morceaux, etc. Une petite cuillère de confiture et on rajoute le granola. On a tout. On a le produit laitier, on a les fruits, donc du croquant, du croustillant. Bon, moi, c'est mon hit du moment. Eh ben voilà, hein, vous aurez, et puis tout le reste est dans le livre. Petit déjeuner, tout un monde en 150 recettes, vous n'avez qu'à l'acheter après tout, hein, vous irez le lire et vous pourrez tout faire chez vous. Hein, ce qui est quand même pas mal. Alors ça fait un petit peu de concurrence à Benoît Castel et à ses brunchs, hein, mais bon, un dimanche sur deux au moins. Merci Benoît d'avoir été avec nous ce matin. Vous m'avez donné faim. Merci. Voilà Thomas, les amis, si vous étiez trop occupés par votre petit déjeuner pendant cette émission, parce qu'il faut le faire hein, quand même en attendant le brunch, vous étiez vraiment plusieurs à avoir raté un truc. Là. Il s'est passé un truc, mais c'est pas grave, vous pourrez tout réécouter en podcast sur sudradio.fr et même nous voir, Thomas et moi, sur YouTube, figurez-vous. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme toujours Alexandre Devecchio, en toute vérité, et toute la journée, un beau programme sur Sud Radio. Allez, très bon dimanche. Ce temps qui nous attend dehors, j'espère qu'il est beau pour vous, mais pour moi c'est le temps du petit déjeuner parce que j'ai pas eu le temps de le prendre, mais il y a plein de trucs sur la table. Allez, à bientôt. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.